On va pouvoir commencer donc la première présentation. Donc, il va s'agir d'une présentation de Jonathan Dupuis. Donc, Jonathan, il a réalisé sa thèse il y a un peu plus de 5 ans maintenant, en 2015, en co-tutelle entre l'Université de Lyon 1 et l'Université de Montréal. Après ta thèse, tu as intégré l'équipe de recherche de Unity Technologies à Grenoble. Tu travailles principalement en informatique graphique et plus précisément sur ce qu'on appelle le rendu d'image, savoir comment on convertit un modèle 3D et ses propriétés en une image sur un écran, et encore plus précisément sur l'amélioration du photoréalisme des images et comment simuler des phénomènes optiques complexes et pouvoir les traiter le plus efficacement possible, avec des approches adaptées au niveau de détail ou de la mise en place de calculs parallèles, typiquement sur GPU, j'imagine. Et donc, votre équipe de recherche Unity Grenoble, elle comprend 7 membres permanents et elle a un positionnement intéressant puisque vous avez à la fois un statut privé avec Unity Technologies et vous gardez quand même une liberté de recherche, une activité de publication dans des conférences académiques. Et donc, je suis heureux de te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter ton travail. Ok, donc merci pour l'introduction. Donc effectivement, j'appartiens à un groupe de recherche qui est chez Unity. Et puis je vais discuter un peu de l'activité qu'on y mène et puis la manière dont on impacte l'entreprise et puis l'industrie du jeu vidéo plus largement. Avant de démarrer là-dessus, je vais faire un rapide topo sur ce qu'est Unity, le produit qu'elle vend, à savoir un moteur de jeu vidéo. Donc, quand on veut faire un jeu vidéo, on est confronté à deux problèmes. Le premier, c'est de trouver un peu l'histoire qu'on va raconter, quoi. Et le deuxième, c'est un problème plus technique qui est de s'assurer de la manière dont on va distribuer le jeu. On va vouloir s'assurer qu'il fonctionne sur un maximum de PC, de smartphones, de consoles ou une combinatoire des deux. Et donc, Unity vend un produit qui s'appelle un moteur de jeu qui permet aux créateurs de jeux vidéo de se concentrer uniquement sur le premier problème, donc à savoir la narration de son jeu vidéo, à quoi il va ressembler et comment il va se dérouler. Donc ici, il y a une petite animation qui tourne où il y a un utilisateur qui a présenté ça à la GDC, son proto, dans lequel il manipule donc Unity pour créer une ambiance qui l'intéresse pour son jeu. Et quand il sera content, il pourra l'exporter sur toutes les plateformes qu'il veut en quelques clics. Donc, la manière dont Unity propose tous ses services, c'est en passant par un concentré de technologies qui sont mis en place par tout un tas d'équipes. Hein. C'est une petite slide là, qui montre le nombre de bureaux. Donc, c'est une slide qui date de l'année dernière. Donc, l'année dernière, on avait 22 bureaux et on était à peu près 3500 employés un peu partout dans le monde. Voilà. Et donc, parmi ces équipes, eh bien, on trouve la nôtre, donc, qui est une équipe un peu particulière. Donc, elle est assez jeune, hein, elle date de 2016. Et c'est une équipe de recherche qui fonctionne sur un modèle purement académique. Donc, ça veut dire qu'on est complètement déconnecté du pipeline de production. On travaille en pleine autonomie, un peu à la manière d'un chargé de recherche universitaire. Donc, en pratique, nous sommes 7. Donc, l'équipe est dirigée par Eric Hetz, qui est docteur. Et ensuite, on trouve donc moi-même ici, docteur, Laurent, Kenneth, Thomas et Frédéric. Et donc, sur les 7, on est 5 à être thésés. On a tous une thèse qui gravite autour de la thématique de la synthèse d'images, donc comment on produit des images avec un ordinateur. Voilà. Donc, comme toute équipe de recherche, on a une liste de publications. En moyenne, on publie 4 ou 5 articles par an dans des journaux internationaux à comité de relecture, le plus généralement dans des journaux qui sont dédiés au rendu, donc à la synthèse d'images, mais aussi dans des journaux de physique et de mathématiques plus rares. Voilà. Donc, dans nos thématiques, 5 papiers par an, c'est plutôt une bonne moyenne. À côté de ça, on fait aussi des rapports techniques quand on a des petites idées qui ne valent pas le coup de rédiger un papier. Et dernière chose, petit aparté, donc sur les brevets. Donc, il y a beaucoup d'équipes de recherche qui mettent en avant leurs brevets. Nous, dans notre équipe, on n'en fait pas. J'expliquerai pourquoi c'est important un petit peu plus tard. Voilà. Donc, l'ensemble de notre activité est concentré sur un site web qui est ici. Donc, si vous tapez Unity Grenoble dans Google, vous pourrez le trouver. Donc, j'insiste vraiment sur l'aspect autonomie. Hein. On travaille vraiment sur ce que l'on veut. On choisit nos thématiques et on n'a pas de directive particulière. En pratique, ça fonctionne parce que nos thématiques de recherche sont alignées directement avec les intérêts de Unity. Et donc, dans les prochaines slides, je vais présenter quelques-uns des projets sur lesquels on a travaillé et qu'on a publié et montrer comment ça a impacté Unity. OK.
Donc, si je reviens sur Unity, le produit, donc il y a, comme je disais, tout un concentré de technologie. Et donc, il y a une composante importante qui est celle sur laquelle on est spécialisé, nous, les chercheurs en informatique graphique, c'est le moteur de rendu. Donc, le moteur de rendu, c'est la technologie qui va permettre de convertir toutes les données 3D qui sont manipulées par les artistes et les utilisateurs du moteur et en faire une image. Donc, comme ici, par exemple, cette image est calculée via le moteur de rendu. Et la manière dont ce moteur fonctionne, c'est en résolvant une équation qu'on appelle l'équation du rendu ici, qui est aussi connue en physique comme l'équation du transfert radiatif. Je note l'équation ici, pas parce qu'elle est particulièrement intéressante, mais c'est juste parce qu'elle me permet de me raccrocher au concept l'intuition en fait qui découle de cette équation, à savoir que les images qu'on va calculer dans Unity seront le résultat d'interactions entre la lumière d'une part et les matériaux qui sont placés à la surface des objets dans la scène virtuelle d'autre part. Voilà, et donc cette équation comporte du coup par construction deux composantes. Il y a la première qui est donc les sources de lumière. Donc ici, vous voyez un utilisateur qui modifie les sources de lumière en temps réel dans Unity. Et donc vous voyez que l'image réagit correctement et de manière physiquement plausible interactivement. Et l'autre composante, ce sont les matériaux. Donc ici, un autre exemple où les sources de lumière cette fois sont fixées et l'utilisateur modifie interactivement via son petit slider ici le matériau du plancher pour le rendre plus ou moins brillant. Voilà. Alors, je reviens rapidement sur cette équation parce que en réalité, elle est très compliquée à résoudre. Peut-être pour donner une intuition, si on regarde juste les matériaux, donc une manière de les expliquer, c'est juste de dire, bon, bah, quand on a un matériau au sens optique du terme, on va regarder une surface et puis pour une direction d'illumination donnée, ce matériau va nous réfléchir la lumière dans une distribution de direction. Donc, c'est ce que je dessine ici. Donc, en rouge, ça représente les zones où la lumière est fortement réfléchie et puis en bleu, beaucoup moins. Et donc, pour les matériaux rugueux, ces lobes ont tendance à être très diffusants, donc par exemple du plâtre. Et pour les matériaux beaucoup plus réfléchissants, style miroir, ces lobes sont beaucoup plus concentrés. Voilà. Et ce matériau, il varie en plus en fonction de la direction d'illumination et les configurations d'observation auxquelles on le soumet. Donc, donc quand on doit résoudre cette équation, on doit calculer une intégrale qui implique ces modèles qui sont assez compliqués à résoudre. Et quand on est dans un moteur de jeu vidéo, on est soumis à la contrainte qu'on doit le résoudre en temps réel, c'est-à-dire qu'on doit demander à l'ordinateur de résoudre cette équation au moins 30 fois par seconde. Et ça, pour les ordinateurs, pendant très longtemps, c'était trop compliqué parce qu'on avait des modèles mathématiques qui sont trop coûteux en termes de calcul. Et donc, pendant très longtemps, les moteurs de jeu ont utilisé des approximations pour simplifier un peu cette équation. Par exemple, utiliser des sources de lumière dites ponctuelles. Alors, voilà un exemple où on a une source de lumière ponctuelle. Donc, une source de lumière ponctuelle, c'est une source qui est infiniment petite, qui n'a pas de surface et qui éclaire dans toutes les directions. Et ce truc-là marche plutôt bien, même si il comporte des limitations auxquelles on se heurte assez rapidement. Donc, par exemple, dans cette animation-là, il y a l'utilisateur qui varie la rugosité du matériau en le rendant plus ou moins réfléchissant. Et quand le matériau devient super réfléchissant, le reflet de la lumière disparaît. Et il disparaît parce que le reflet, normalement, doit nous montrer la surface de la lumière qui émet de la lumière à sa surface, justement. Et comme la lumière n'a pas d'air, eh bien, on ne voit rien. Et donc, une des premières choses sur lesquelles on a travaillé à Unity Grenoble, c'est justement pallier cette limitation et pouvoir introduire des modèles d'éclairage qui ont une surface et donc s'attaquer au problème d'intégration. Et on avait besoin de modèles analytiques donc, qui puissent se calculer en temps réel. Alors, je vais commencer donc par ces projets. Donc, entre 2016 et 2018, on a publié pas mal de papiers. Donc, le premier, c'était celui-là. C'était un papier qui racontait donc comment on faisait pour intégrer justement des sources de lumière rectangulaires dans un moteur de jeu et pouvoir les évaluer en temps réel, donc 60 fois par seconde au minimum. Je précise que donc ce papier, c'était Eric Hetz, donc mon chef d'équipe, qui l'a dirigé. J'étais aussi impliqué dans le papier et on a tous les deux publié ce papier en collaboration avec un ingénieur de chez Ubisoft, Stephen Hill, et un autre ingénieur de chez Radiant Dawn Studios, un autre studio de jeux vidéo, David Gubalti. Voilà. Ensuite, alors ça c'est Eric qui a fait un papier tout seul, donc sur comment intégrer donc des sources de lumière cylindriques et ici des sources de lumière elliptiques.
Voilà. Et donc, à chaque fois, on a une publication scientifique pour ces différentes sources de lumière parce qu'en réalité, le problème d'intégration sous-jacent est différent. Donc, par exemple, quand on a une source de lumière rectangulaire, j'espère que vous voyez mon curseur, j'ai toujours ce petit doute. Donc, quand on est soumis à une Et on source le de lumière voit. rectangulaire, on le voit. Ok, super. Donc, quand on est soumis à une source de lumière rectangulaire, on va devoir intégrer notre petit matériau, oui, dans un angle solide qui est défini par un polygone sphérique. Et par exemple, quand on est sur un cylindre, on a affaire à plutôt une ligne avec une certaine épaisseur. Et donc, chaque cas est différent et nécessite une outillerie mathématique qui n'était pas encore disponible dans la littérature. Alors, je ne vais pas donner beaucoup de détails sur comment on le résout, je vais juste donner rapidement l'intuition. Donc, ce qui se passe par exemple dans une source de lumière rectangulaire ici, c'est qu'on a notre petit domaine dans lequel on veut calculer l'intégrale de la fonction. Et en fait, on exploite une invariance. Donc, il se trouve que cette intégrale est une invariance aux transformations linéaires. Et on peut réexprimer l'intégrale sous la forme d'une intégration sphérique, une fois de plus, mais sur une distribution plus simple. Et on approxime nos modèles de matériaux soumis à ces transformations par une distribution plus simple pour lesquelles il existe une solution analytique. Voilà. Cette approximation marche plutôt bien en pratique, hein. Évidemment, on a validé notre travail, donc le résultat de notre approximation face à ce qu'on appelle une référence qui est calculée via une intégration numérique de Monte-Carlo, donc qui est beaucoup trop coûteuse pour le jeu vidéo, hein. Ça prend plusieurs secondes à calculer par image et ça marche plutôt bien. En termes d'intégration, donc, une fois qu'on a publié ces papiers entre 2016 et 2018, comme je disais, et donc aujourd'hui, là, l'intégration est quasiment terminée dans Unity. Donc, si vous lancez Unity, vous téléchargez la dernière version dans la documentation, vous verrez que vous pouvez utiliser donc, ce qu'on appelle donc, des sources de lumière à surface, des area light, et on peut créer des images avec ça. Donc, par exemple, ici, une petite animation qui a été faite par quelqu'un de la démo team de chez Unity. Donc, c'est un département qui travaille pour faire des démonstrations techniques de ce qu'est capable de faire le moteur. Et donc, à l'arrière du personnage, il y a une petite source de lumière rectangulaire qui illumine le personnage. Un autre exemple, c'est BMW qui a utilisé Unity pour faire une pub entièrement virtuelle. Donc, ils ont un modèle 3D de leur voiture. Et donc, ici, on a un shot où la voiture est illuminée par une source de lumière rectangulaire, encore une fois. Oui, alors je montre aussi cette image. Donc, ça, c'est un autre projet. Donc, encore des sources de lumière avec une surface. Donc, c'est sources de lumière sphériques. Alors, ce que je voulais montrer ici, c'était… donc, ça, c'est un papier que j'ai fait en 2017 avec Eric et Laurent. C'était qu'à l'époque, on avait fini notre publication. On avait un petit prototype qu'on avait fait dans Unity qui était le suivant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné cette scène à un artiste de chez Unity et je lui ai dit, tiens, est-ce que tu peux faire quelque chose de sympa qui te plaît visuellement? Et donc, il m'a fait ça. Alors, deux choses. La première chose, c'est que j'ai constaté que j'étais vraiment nul en goût artistique, hein. Même si je n'avais pas cherché à tweaker plus que ça, j'étais plutôt content de l'image, mais lui, ce qu'il faisait était beaucoup mieux. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était que l'artiste a vraiment pris en main super vite l'outil. C'est-à-dire qu'il a tout de suite compris comment ça fonctionnait et il a pu faire une image très cool avec. Ok, donc ça clôt un peu le volet lumière. Et maintenant, je vais passer sur les matériaux. Donc, je reprends mon petit dessin là où on a la lumière incidente et puis une distribution de direction. Et donc, ce qu'on veut dans Unity, c'est que ces modèles de matériaux soient contrôlables par les artistes et on ne veut pas leur demander de comprendre un peu ces concepts mathématiques assez poussés. Et donc, en pratique, ce qu'on utilise, c'est un modèle analytique qui vient de la physique, de la géométrie optique, qui s'appelle la théorie des microfacettes et qui explique le comportement des matériaux comme un comportement émergent. Le matériau serait en fait, pour être vu comme une collection de plein de petits miroirs, les microfacettes. Et lorsqu'on illumine ce matériau dans une direction ici, qui est donnée par les petites flèches jaunes, eh bien l'intensité du reflet dans une direction donnée sera directement proportionnelle à la probabilité d'avoir un petit miroir qui est orienté de sorte à produire le reflet dans la direction qui nous intéresse. Et donc, ça donne plein de petites intuitions. Donc, par exemple, si j'ai une petite microsurface ici, là, chaque carré pourrait représenter un miroir. Si j'étire la surface, on peut créer des apparences assez diverses. Donc, par exemple, quand je vais aplatir la microsurface, je vais construire une surface très lisse et donc obtenir un matériau très réfléchissant, comme ici. Et à l'inverse, quand je vais étirer cette microsurface, je vais la rendre beaucoup plus rugueuse et l'apparence résultante sera beaucoup plus rugueuse aussi. Donc, évidemment, on ne demande pas aux artistes de maîtriser tout ça. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils bougent un petit slider qui, derrière les rideaux, manipule cette microsurface et crée un modèle de matériau dont l'apparence résultante donne ça. Mais il n'y a pas besoin de comprendre tout ça pour un artiste. Lui, il voit directement l'apparence et il manipule ça et ça lui va très bien, quoi. Un autre exemple d'étirement aussi, c'est de pouvoir étirer la surface que dans une certaine direction pour créer ce qu'on appelle des effets anisotropes qu'on observe beaucoup dans les métaux brossés, par exemple.
Donc ici, vous voyez, on a un halo qui évolue donc en fonction de la manière dont j'étire cette microsurface. Voilà, donc ce modèle est déjà très expressif. Par contre, il est typiquement limité à ce qu'on appelle les phénomènes de géométrie optique. Donc, il y a tout un tas de matériaux, par exemple les bulles de savon, qui exhibent ce qu'on appelle des phénomènes qu'on explique par l'optique ondulatoire, où on va avoir des changements de couleur donc, en fonction de l'épaisseur du matériau. Et donc là, il y a mon collègue donc, Laurent Belcourt qui a travaillé en collaboration avec Pascal Varlin, un chercheur de l'INRIA, pour voir comment on pouvait étendre ce modèle de microfacettes pour simuler des apparences similaires. Et donc, ce qu'il s'est amusé à faire, c'est qu'il a apposé à la surface de ces microfacettes, il a fait un petit dessin, il a mis sur la surface des microfacettes une petite couche mince qui laisse passer la lumière et qui a un indice de réfraction qui diffère par longueur d'onde de la lumière. Et il a réussi à trouver à partir de ce dessin des formules mathématiques qui sont analytiques et qui permettent d'évaluer la réponse du matériau pour différentes longueurs d'onde et créer des effets de couleur comme on voit ici. Et donc ça, c'est un papier voilà, qui a été aussi publié et qui a été totalement intégré dans Unity. Donc voilà une petite vidéo qui montre la technologie en action. On a la petite voiture dont l'apparence est directement contrôlée par ce modèle d'iridescence et qui permet donc de faire ces apparences de changement de couleur. Vous voyez, sur certains angles, on voit des couleurs vertes et sinon plutôt violettes. Alors, ce projet a été intégré dans Unity, mais il a aussi été intégré dans des moteurs de rendu concurrents, à savoir donc Autodesk, qui est un moteur de rendu qui est orienté pour le cinéma. Donc, c'est pas tout à fait, c'est quelque chose qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes que des moteurs de rendu pour le jeu vidéo. Et le CryEngine, qui lui, pour le coup, est un concurrent direct de Unity. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Unity laisse faire de telles choses? Après tout, on publie, tout est public et tout le monde peut se l'approprier. Est-ce que c'est pas bien de plutôt verrouiller? Et donc là, je reviens sur mon histoire de brevet, la raison pour laquelle on ne fait pas de brevet. C'est parce que quand on fait un jeu vidéo, on utilise tout un tas de logiciels pour créer les données que l'on veut. Donc, par exemple, ici, on a un petit personnage qui est visualisé dans Unity à droite et à gauche qui est visualisé dans Substance, qui est un logiciel qui permet d'éditer des matériaux. Donc, si par exemple, on a un modèle qui est breveté et qui est verrouillé dans Unity, alors c'est très bien, on peut le voir dans Unity. Le problème, c'est que tous les outils qui permettent d'éditer pour les artistes l'apparence de ces matériaux ne pourront pas l'intégrer puisque le modèle est breveté. Et en pratique, je donne juste un exemple avec un logiciel, mais quand on fait un jeu vidéo et qu'on fait des données pour les jeux vidéo, on utilise une grosse quantité de logiciels différents. Je peux nommer par exemple Adobe Photoshop ou donc Substance, Xnormal, Maya, 3ds Max, etc. Donc c'est pour ça qu'en rendu, en tout cas, on voit les brevets plutôt d'un mauvais œil. On préfère tout ouvrir et quand la concurrence l'intègre, eh bien en fait, ce qu'on fait en réalité, c'est que Unity invente un nouveau standard technologique auquel tout le monde se plie. Ok, donc ça c'était le deuxième projet. Et donc je vais parler aussi d'un troisième projet qui a eu un impact, qui a un impact beaucoup moins direct dans Unity, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Donc ça, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé moi avec un chercheur de l'EPFL à Lausanne. Et donc c'était orienté sur les matériaux. Donc je reviens encore sur ma petite figure là. Et il se trouve qu'en physique, on se sert de cette définition du matériau pour mesurer les comportements optiques des matériaux de la vraie vie. Donc, on utilise ce qu'on appelle un goniophotomètre. Et ce que le goniophotomètre est capable de faire, c'est faire des mesures sur l'ensemble des configurations possibles dans lesquelles on va éclairer le matériau et regarder son apparence depuis un certain angle de vue. Donc, j'ai une petite animation là qui montre ça un peu plus en détail. Donc, on a une source de lumière ici. Donc ça, c'est le, je fais une petite pause. Ça, c'est le goniophotomètre. Je vais dire gonio parce que sinon, je vais m'étouffer. Donc, c'est le gonio de Wenzel Jacob, qui est un chercheur à l'EPFL, qui est filmé ici. Donc ici, on a le matériau qu'on veut mesurer. Là, on le voit un petit peu mieux avec la source de lumière qui l'illumine. Et ensuite, on a un bras robot qui tourne autour et qui va pouvoir faire des mesures, donc justement, qui correspondent à tous ces petits points noirs sur le dessin. Et alors, on peut se dire, bon, bah, tiens, une fois qu'on a cet appareil, il suffit de lancer les mesures et faire toutes les mesures, toutes les configurations possibles. Et voilà. Le problème, c'est que ce truc-là, donc cet appareil fonctionne à 1 mesure par seconde à peu près. Et il se trouve que si on veut faire des mesures à une résolution utilisable pour le rendu, le faire naïvement, ça prendrait plus de 3 ans. Et en plus de ça,
la quantité de données à stocker est juste gigantesque, hein, c'est à peu près 400 mégas par longueur d'onde. En pratique, c'est juste inutilisable pour le rendu. Donc, dans ce projet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré avec Wenzel qu'on pouvait faire autrement. Et en pratique, on a mis en place un nouveau pipeline d'acquisition qui est basé sur le même appareil, le goniofotomètre, et qui fonctionne en 2 temps. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on illumine le matériau qu'on veut mesurer avec un laser et on enregistre en fait la réponse du matériau en configuration de rétroréflexion, c'est-à-dire la direction d'observation et d'illumination sont les mêmes. Un peu comme si on prenait un matériau en photo avec un flash, l'apparence qu'on aurait, c'est la configuration de rétroréflexion. Et quand on fait ça, j'ai montré pendant ma thèse, je ne sais pas, voilà. Ce que j'ai montré pendant ma thèse, c'est qu'il était possible je reviens à mon modèle de microfacette qui est utilisé en rendu, donc il est possible de construire à partir des réponses de rétroréflexion un profil de microfacette dont la réponse de rétroréflexion correspond exactement à celle que l'on mesure. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on approxime le matériau global par ce matériau à microfacette pour construire une paramétrisation qui va nous permettre de faire des mesures uniquement aux endroits où on sait que le matériau émet beaucoup d'énergie. Et les endroits où on sait qu'il n'y a rien, eh ben, on va faire très peu de mesures. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Là, j'ai un matériau virtuel dont la concentration du lobe varie. Et en fait, la paramétrisation va automatiquement concentrer les mesures vers les endroits intéressants, c'est-à-dire vers le rouge. Ici. Et grâce à ça, on arrive à faire des mesures qui descendent dans l'ordre de temps de 2 heures à peu près, en stockant très peu de données à chaque fois. Alors, juste pour la complétude, voilà, je montre rapidement l'animation qui complète la mesure. Donc, une fois qu'on a fait ces mesures en rétroréflexion, on construit cette paramétrisation et ensuite on place le capteur ici dans toutes les configurations angulaires qui nous intéressent. Et ça complète l'acquisition. Alors, un truc sympa, hop là, c'est qu'à l'époque où je travaillais là-dessus, j'étais en contact avec des gens d'ILM, donc Industrial Light and Magic, qui bossaient à l'époque sur un film Star Wars, le film Star Wars Solo, Star Wars Story. Voilà. Et ils nous ont passé des matériaux qu'ils ont utilisés dans le film, à savoir donc le speeder ici a une peinture et ils nous ont envoyé donc la peinture qu'ils avaient utilisée pour ce speeder. Justement, on a pu faire l'acquisition. Et ici, vous voyez un rendu qui est fait à partir des données qu'on a mesurées. Pareil, ils nous ont envoyé des peintures du robot, là, L337, et aussi très cool, la cape de Dark Vador. Ça, quand on a scanné la cape de Dark Vador, j'étais très content, je me suis dit que je pouvais mourir tranquille. Voilà. D'autres matériaux qu'on a fait, c'était donc on a trouvé un vendeur de ce qu'on appelle des vinyles. Donc quand on a une voiture et qu'on n'est pas content de son apparence, on peut acheter des autocollants qu'on appelle des vinyles et qui permettent de modifier l'apparence de sa voiture. Et donc on a commandé toute une brochette d'échantillons et on a fait des mesures directement sur les échantillons. Et donc ici à droite, vous voyez des rendus qui sont faits à partir des mesures qu'on a fait, et à gauche, c'est des photos de voitures qui ont été habillées par ces vinyles. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'on reproduit assez bien l'apparence. Donc quand on est de face, ici, on a du rose et aux embrasants, on a du jaune. Et on reproduit vraiment l'apparence à chaque fois. Et en pratique, donc, on a fait toute une base de données qui est disponible au public, hein, et qui exhibe tout un tas de matériaux optiques intéressants. Donc, pour revenir à Unity, ici, l'impact, il est quasi nul sur le court terme parce qu'on ne va pas intégrer cette base de données directement dans Unity parce que ce qu'on veut, c'est garder un contrôle artistique, faire en sorte que les artistes puissent modifier les matériaux. Quand on fait des mesures, on n'a pas ces possibilités-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se servir de cette base de données pour valider des modèles analytiques qu'on aurait fait, comme par exemple le modèle de Laurent iridescent, qu'on pourra valider contre une série de mesures en pratique. Voilà, donc ça conclut un peu ce tour d'horizon des projets dont je voulais parler. De manière plus générale, donc voilà, notre mode de fonctionnement est le suivant, on publie et ensuite on transfère nos publications dans différents services de Unity. Donc par exemple, voilà, les modèles de lumière et de matériaux que j'ai montrés. On peut aussi transférer ça à d'autres équipes de Unity comme la Tech Demo Team, donc c'est ceux qui avaient fait le petit personnage que j'ai montré tout à l'heure, où on peut aussi faire des blog posts et distribuer des binaires unitaires qu'on veut mettre à disposition des utilisateurs Unity. Voilà, j'ai terminé. Je voulais juste dire 2 petites choses pour conclure. Donc, la première, c'est que voilà, chaque année, on recrute des stagiaires de M2 hein, qu'on encadre. Donc, si vous êtes prof et que vous avez des bons étudiants de M2, vous pouvez nous les envoyer. On sera ravis de les encadrer.
Et la deuxième chose que je voulais aborder, ça servira un petit peu d'ouverture peut-être pour la table ronde de tout à l'heure, c'est que souvent quand je parle de notre activité à des gens qui bossent dans l'industrie en France, ils sont assez étonnés, ils se disent mais c'est du jamais vu. Et je trouve qu'aux États-Unis, en fait, c'est très courant. Donc, par exemple, là, j'ai les GAFAM, par exemple, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui ont tous leur département de recherche qui est constitué donc de docteurs qui bossent sur différentes thématiques. Et dans des thématiques plus proches de nous, pardon, il y a Adobe, Nvidia ou encore Electronic Arts qui ont aussi leur département qui est composé de docteurs en synthèse d'image. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Jonathan, et bravo pour ta présentation qui était super claire. Et donc, je vais désormais laisser la parole à Chloé qui va se charger de trier et de te poser les questions du public. Tout à fait. Alors, merci pour la présentation. On a la première question du public. Je pense que les gens étaient trop concentrés pendant que tu parlais pour poser des questions. Mais bon, alors d'abord, je vais juste poser une question qu'on a d'un co-modérateur. Donc, Alban qui demande, qui dit que donc, vous avez parlé de la mise en production des Aria Lights dans le moteur. Combien de temps en moyenne entre la sortie d'un article et son intégration complète dans le moteur? Alors, l'intégration dans le moteur va être très rapide. Donc, par exemple, dans le cas des sources de lumière rectangulaires, on avait le code source, on l'a passé au studio de Paris qui est dirigé par Sébastien Lagarde. Et lui, il a intégré très, très rapidement dans le moteur. Par contre, ce qui prend le plus de temps, c'est la mise à disposition par les utilisateurs. Donc, il se trouve que le studio de Paris travaille sur un pipeline particulier qui s'appelle la HDRP et qui met en œuvre la plupart de nos technologies et qui est encore en phase bêta, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore définitive, elle n'est pas encore 100% stable. Donc, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne l'utilisent pas encore et donc, de ce point de vue-là, ils n'y ont pas encore accès. Mais voilà, un utilisateur qui a avancé, il y aura accès très vite. C'était le cas par exemple de BMW qui a utilisé cette techno pour leur pub et c'est allé très très vite. Si je ne dis pas de bêtises, c'était l'année d'après notre publication qu'on a pu faire cette démo dans Unity. Ok, merci. Ensuite, j'ai une question donc, de Mathias Casulis. Alors, elle est un peu longue, donc accroche-toi. Donc, question naïve, est-ce que c'est envisageable ou intéressant de faire du rendu avec un vrai spectre lumineux et de fixer des propriétés plus réalistes pour certains matériaux? On pourrait imaginer résoudre l'équation de transfert radiatif avec une dépendance spectrale. Il est nécessaire de faire de petits calculs d'interférence et convertir le spectre en des composantes RGB au niveau de la caméra, plutôt que de travailler avec de fausses composantes RGB. Oui, tout à fait. Alors, donc, ça dépend des contraintes qu'on se fixe. Dans les contraintes d'un jeu vidéo, c'est pas possible. On n'a pas encore la puissance de calcul pour calculer des images 60 fois par seconde avec un modèle aussi spécifique. Par contre, dans les moteurs de rendu qui sont utilisés pour le cinéma, par exemple, on fait du spectral, par exemple. Donc, on simule chacune des longueurs d'onde individuellement, plutôt que d'utiliser donc, ces fausses composantes RGB. Et ça fonctionne. Par contre, c'est beaucoup plus lent. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, il y a vraiment deux axes de recherche. C'est l'aspect temps réel. Donc, on essaie de faire des choses qui soient le plus réaliste possible, le plus rapidement possible. Et de l'autre côté, il y a l'aspect plus calcul, donc offline, où on se permet de passer plus de temps à calculer chaque image et on utilise des modèles physiques beaucoup plus élaborés. Pour la question, excuse-moi que je complète juste, par contre, pour l'interférence, on fait pas encore ça à ma connaissance. Il y a des papiers, alors d'un point de vue académique, on le fait, mais dans l'industrie, on ne le fait pas encore, à ma connaissance. Ça marche. Alors ensuite, j'ai une question de Mathieu. Donc, vous avez parlé de l'enjeu pour Unity de générer des jeux multiplateformes. Oui. Quel est le défi pour rendre accessibles ces technologies de rendu sur les plateformes mobiles, par exemple? Alors, le défi principal, c'est la puissance de calcul, clairement. Les modèles, plus on va proposer des phénomènes, plus Unity va proposer des phénomènes complexes,
plus on demande à l'ordinateur de faire des calculs compliqués. Alors, même si on arrive à trouver des modèles qui sont très rapides avec des complexités algorithmiques faibles, ça demande quand même toujours plus de calculs que les modèles précédents. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire… C'est pour ça que voilà, on n'a pas des jeux de qualité PS5 sur mobile. C'est juste parce que les processeurs et les GPU ne sont pas assez puissants compte tenu des contraintes physiques. Hein. Un smartphone, c'est tout petit. On ne peut pas se permettre de mettre des puces super énergivores dedans. Alors, j'ai une Donc, question. alors attends, parce que, excuse-moi, Ouais. encore une fois, je Pas de répète, souci. des fois je mets du temps à processer les questions. Je Donc, sais. juste pour répondre encore à cette personne, je dirais que voilà, il faut. C'est pas tout à fait satisfaisant, mais en vrai, voilà, ce que je lui conseille, c'est d'attendre les prochaines générations de mobiles pour pouvoir avoir accès à ces technos-là. Alors, on a une question d'un utilisateur anonyme. Donc, Unity a fait un push sur le physically based rendering vers 2018. Oui. Est-ce que c'est vous derrière ça ou est-ce que c'est une autre équipe? Alors, sur la partie, sur la partie recherche, c'est nous, effectivement, c'est notre spécialité. Hein, et c'est l'équation que j'ai montrée, la petite équation que j'ai expliquée. Tout moteur de rendu qui essaie de résoudre cette équation de façon plus ou moins réaliste fait ce qu'on appelle du physically based rendering. Voilà, c'est parce qu'en fait, cette équation, elle est issue de la physique. Hein, et c'est ça qui permet de faire des images plausibles. Donc, il y a une grosse partie qui vient de nous. Par contre, il y avait beaucoup de technologies qui existaient avant notre recherche. Ce n'est pas nous qui avons inventé la thématique. Hein. Ça fait, le domaine de la synthèse d'images, il existe depuis plus de 70 ans, je dirais à peu près. Je crois que les premières images de synthèse, c'est dans les années 70, 60, 70. Donc, pendant très longtemps, en fait, les moteurs de jeu ont intégré de la recherche qui existait déjà avant nous. Et là, en l'occurrence, c'est fait en grande partie par le studio de Paris qui gère donc l'intégration de ces technologies dans le produit Unity et qui permet de le rendre accessible aux utilisateurs. Ok, je peux passer à la question. Comment? Alors, c'est bon, je peux passer à la question. Oui, excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre. Je crois que je suis content de ma réponse. Ok, alors encore un utilisateur anonyme. Donc le principal problème pour le rendu de la peau, c'est la transparence, n'est-ce pas? Où en est-on pour le temps réel aujourd'hui? Est-ce qu'on passe à des modèles volumiques ou est-ce qu'une configuration surfacique? Très bonne question. C'est un problème effectivement très compliqué parce qu'il rajoute en fait des dimensions dans l'intégrale, l'équation du rendu. Alors, pour l'instant, on a des modèles approximatifs. Ce qu'on fait typiquement, c'est on utilise effectivement un modèle pseudo-volumétrique où, bon, grosso modo, c'est une approximation. Hein, c'est pas quelque chose de super fonctionnel qui marchera dans tous les cas, mais on a une approximation qui fonctionne. Notamment le petit personnage que j'ai montré dans la GIF animée là. Sa peau est générée avec un modèle pseudo-volumique, justement. Donc, on a des technos qui sont disponibles dans la HDRP hein, et qui fonctionnent. Alors, j'ai une question de donc David Ulemdian, j'espère pas mal prononcer, qui demande si les nouvelles cartes donc sorties récemment par NVIDIA ou AMD vont ouvrir de nouveaux horizons de recherche. Oui, tout à fait. Bah, écoute, quel est le prénom de la personne qui pose la question? Okay, alors David, je vais en profiter pour… j'ai des petites slides de backup là, donc je vais les partager puis je vais répondre à tes questions visuellement, ce sera plus cool. Tac. C'est David, hein, c'est ça? Excuse-moi, je suis… Ouais, ok. Donc, ce que dit David, c'est qu'il y a effectivement des cartes, les nouvelles générations de cartes permettent d'accélérer des calculs qui coûtaient avant trop cher. Et donc, maintenant qu'on a du silicone pour les évaluer, on peut faire des effets d'illumination globale. Donc, par exemple, ces effets de réflexion dans la voiture, on peut les calculer en temps réel ou en tout cas à une vitesse qu'on ne pouvait pas atteindre avant. Donc, c'est ce que NVIDIA appelle la technologie RTX. Et donc, oui, ça ouvre plein de champs de recherche. Et donc, nous, par exemple, on a un papier assez cool dont je peux parler. Alors, est-ce que j'ai une slide sympa? Donc, peut-être un effet qui se passe donc, quand on commence à faire du ray tracing,
c'est que nos connaissances mathématiques actuelles font que le calcul qu'on va faire va devoir nécessiter une quantité de calcul infinie pour converger vers la solution qu'on veut évaluer. Donc en pratique, on n'a pas cette puissance de calcul et on va arrêter le calcul avant d'avoir convergé vers le résultat final. Et donc en pratique, ce qui va se passer, c'est qu'on va obtenir des images bruitées comme ça, qui vont se lisser à mesure qu'on envoie plus de calculs. Mais donc, si on veut avoir un maximum de performance, ce qu'on veut, c'est faire le moins de calculs possible. Et donc, on va se retrouver avec des images bruitées. Et une question qui vient, c'est comment on peut faire pour faire en sorte que ce bruit-là soit le moins agressif possible. Et donc là, il y a Eric et Laurent qui ont fait un super papier qui montre que on peut donc d'une part quantifier la quantité d'erreurs, donc c'est ce qu'on appelle la variance quand on fait du ray tracing. Donc cette variance, cette erreur peut être diminuée par des algorithmes plus malins, mais aussi par la manière dont cette erreur va être distribuée à l'écran. Et donc dans cette image-là que je montre, entre l'image de gauche et l'image de droite, il y a les mêmes calculs. La différence, c'est que la manière dont les calculs sont réalisés, ils sont faits de sorte à ce que le bruit qui va être généré par le manque de calcul soit distribué de sorte qu'il soit perceptuellement beaucoup plus acceptable. Donc, normalement, si la compression n'a pas tout massacré, on doit voir que la partie droite est beaucoup plus perceptuellement acceptable que celle de gauche. Je ne sais pas, Chloé, par exemple, est-ce que tu peux me confirmer ça? Oui. Ok, super. Donc, ça c'est un papier donc, qui a été fait par Eric et Laurent et qui montre que voilà, on peut, dans des contextes où on va commencer à faire du ray tracing, contrôler l'erreur en la distribuant à l'écran de sorte à la rendre perceptuellement beaucoup plus acceptable. Et on a plein d'autres trucs dans les cartons, hein. C'est que le début. Nous, on sait faire du rendu par offline et online, donc on fait ces spécialités-là. Par contre, l'impact dans Unity sera sur le beaucoup plus long terme. Je pense qu'on aura… Là, je le fais au doigt mouillé, mais je dirais qu'on n'aura pas ça avant 5 ans facile. Voilà, je pense que dans 5 ans, les cartes seront suffisamment rapides d'une part, et on aura une maturité technologique qui fera qu'on pourra faire ces calculs en temps réel, mais pas avant 5 ans. De toute façon, il faut déjà le temps que les gens puissent à nouveau avoir ces cartes. Il faut déjà, ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai qu'elles sont en rupture de stock en plus. Ouais. Ok, alors merci beaucoup. Donc j'ai une dernière question, enfin 2 questions de Damien Romer, du coup. Donc la première question, à quel point êtes-vous contraint ou non d'intégrer vos résultats dans Unity? Comment se décide ce processus de décision d'intégration? Ouais, super question. Donc ça c'est un truc vraiment important sur lequel j'insiste. Nous n'avons aucune obligation de résultat. Donc on est vraiment en ce sens un groupe de recherche et quand on est chercheur, donc là par exemple je vous ai montré plein de projets cool qui ont bien marché, mais on s'est quand même pas mal cassé les dents aussi. On a fait plein de projets qui n'ont pas marché et dans lesquels on a investi beaucoup de temps et ça on n'en parle pas parce que c'est un peu moins vendeur. Mais si on n'a pas cette liberté-là, donc cette liberté d'essayer et d'échouer, on ne peut pas non plus réussir en recherche. Et donc, Unity nous donne cette liberté totale. Et on a écrit noir sur blanc dans nos contrats qu'on n'a aucune obligation de résultat. On est libre de choisir nos thématiques sur ce qu'on veut. Et ça marche bien parce que, encore une fois, nos thématiques sont alignées avec les intérêts de Unity. Ok. J'ai une toute dernière question de Damien aussi, qui fait un peu question ouverte comme ça. Donc, le domaine du rendu est connu pour être assez largement exploré en recherche. Quels sont les grands challenges qui restent à adresser en rendu photoréaliste? Il est connu pour être quoi, pardon, le domaine largement exploré en recherche. Largement exploré. Rendu. Et donc, quels sont les grands challenges qui restent pour le rendu photoréaliste d'après toi? Alors, dire qu'il est largement exploré, oui, c'est vrai. On arrive à faire des images de bonne qualité. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore faire parce que… Alors, il est exploré dans le sens où on a des modèles mathématiques qui permettent de calculer beaucoup de choses de façon plausible. Par contre, on a encore beaucoup de travail pour, selon moi, hein, en tout cas moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est trouver la manière dont on va gérer, par exemple, de la complexité géométrique. Donc, plus on va vouloir faire des scènes détaillées, plus on va devoir ajouter de la géométrie et plus on va avoir besoin de puissance de calcul. Et donc là, une des thématiques moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est par exemple le niveau de détail, réussir à simplifier les calculs
là où il n'y en a pas besoin. Donc, par exemple, si on fait un rendu de forêt et qu'on l'observe depuis l'espace, et que chaque arbre de la forêt est modélisé à la brindille près, on va essayer d'éviter de simuler un transport de lumière dans cette forêt parce que ça coûte très cher pour visualiser un seul pixel, quoi. Donc, il y a le niveau de détail. Sur les modèles de matériaux, il y a encore beaucoup de travail. Donc, par exemple, Laurent, là, son modèle d'iridescence, c'est quelque chose de nouveau. Il y avait eu des tentatives auparavant, mais ce n'étaient pas des modèles qui étaient vraiment évaluables en pratique. Donc, le boulot de Laurent, de ce point de vue-là, est super. Il y a pas mal de phénomènes visuels qui sont induits par des matériaux plus ou moins complexes qu'on ne sait pas encore faire. Je pense, par exemple, tout ce qui est lié finalement à l'optique ondulatoire, hein, la perlescence, par exemple. Ou les effets, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'on observe sur les ailes de papillon, par exemple, les effets nacrés, voilà, les choses comme ça, les phénomènes d'interférence. Laurent travaille, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir si j'en parle, mais il travaille sur un matériau qui existe, qui s'appelle l'Usambara, qui est en fait une pierre qu'on trouve dans une région d'Afrique, dont l'apparence change complètement en fonction de l'épaisseur. Donc, il faut imaginer qu'on a un petit bloc, comme un bloc de marbre, par exemple, et selon que ce bloc fasse 5 cm ou 8 cm d'épaisseur, la couleur passe du rouge au vert. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas du tout faire encore d'un point de vue optique. Donc, dans les grandes lignes, effectivement, on a balayé très large. Par contre, quand on va chercher les petits détails qui permettent de simuler en fait toutes ces petites subtilités qu'on peut observer dans le monde réel, on a encore pas mal de travail. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est que ça fait appel à plein de compétences, hein. Il faut savoir programmer, savoir faire de la physique, savoir faire de la modélisation mathématique. Et c'est ça, moi, qui me passionne dans ce domaine, en tout cas. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Merci à vous.